Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ah, l'éducation. Un bien grand mot. Et en même temps, c'était le mot le plus approprié. Lorsque j'ai démarré mon blog, il y a de cela bientôt 8 ans. Et c'était donc le sujet du premier article de mon blog, et je me suis dit qu'il était temps de le ressortir un peu des placards, en ces temps en particulier où la liberté d'éducation est encore plus menacée que jamais, et qu'il était temps d'avoir cette réflexion sur les termes d'éducation et d'instruction. Et surtout de savoir ce que ce vocabulaire et l'utilisation de ce vocabulaire impliquaient sur la vision qu'on avait de l'éducation, de la parentalité, de l'école, etc. Le mot éducation, c'est un mot que j'aime beaucoup. Avant tout parce qu'il renferme plusieurs sens. Étymologiquement, il viendrait à la fois d'éducare, qui signifie nourrir, élever un animal, et d'éducere, qui signifie mener en dehors. En fait, ça vient de ex ducere. Et je trouve qu'il est amusant de penser qu'au départ, éduquer un enfant consistait simplement à le nourrir correctement. Et en même temps, je me demande si ça n'est pas toujours le cas lorsqu'on parle d'éducation aujourd'hui. Je trouve qu'il s'agit effectivement de nourrir l'enfant, de lui apporter une subsistance. Alors une subsistance intellectuelle, bien sûr, apprendre à lire, écrire, compter, calculer, raisonner, mais aussi une subsistance morale, l'aider ou entretenir chez lui certaines vertus, comme le goût de l'effort, le respect d'autrui, et puis décourager des tendances nuisibles, comme le mensonge ou la violence. Et puis enfin, une subsistance créatrice, apprendre à faire des choses de ses mains, à utiliser sa créativité et à s'exprimer. Et j'aime cette idée que ce que l'on apprend, comme la nourriture, ça finit par nous constituer. Lorsque je mange un repas, ce repas va se transformer en protéines et va finir par constituer mon corps. De la même façon, lorsque nous découvrons une nouvelle notion, quelque part nous grandissons et nous nous modifions, comme après un grand bol de soupe. Et ce n'est pas une façon de parler, ça se retrouve dans notre corps lui-même, dans notre cerveau. Par exemple, il est très surprenant de constater que lorsqu'un adulte a grandi dans un foyer bilingue et qu'il a appris 2 langues dès le plus jeune âge, eh bien son cerveau n'est pas constitué de la même façon que celui d'un autre adulte également bilingue, mais qui serait devenu bilingue plus tard à l'âge adulte. Chez le premier, la zone du langage va comprendre des connexions neuronales qui sont liées aux 2 langues et qui sont entremêlées les unes aux autres. Dans le second cas, la zone du langage s'est divisée en 2, une pour chaque langue, bien séparée. De même, lorsqu'on a une langue maternelle qui comprend plus de mots pour exprimer, par exemple, des nuances de couleurs, eh bien, la reconnaissance des couleurs sensorielles devient affinée. Ça, c'est une expérience qui a été réalisée, entre autres, avec des russophones et des anglophones. Parce qu'en effet, en russe, il existe 2 mots pour parler de la couleur bleue. Vous avez signé, qui veut dire bleu foncé, et goluboy, qui signifie bleu clair. Tandis qu'en anglais, comme en français, on n'a qu'un seul mot, blue en anglais. Il y a donc une étude qui a été faite sur le langage et sur la discrimination des couleurs, dont le lien est présent dans l'article qui est associé à cet épisode. Je vous encourage à le regarder si vous voulez en savoir plus. Et donc dans cette étude, on a présenté à ces 2 groupes, le groupe russophone et le groupe anglophone, des séries de paires de bleus. Il y avait 2 bleus à chaque fois. Et ils devaient déterminer si ces 2 bleus étaient différents ou identiques. Eh bien, si l'un des bleus rentrait dans la catégorie signé et l'autre dans la catégorie goluboy, les russophones avaient plus de chances de les différencier que les anglophones. Ils avaient acquis un avantage. En fait, depuis tout petit, ils avaient pris l'habitude de les distinguer dans leurs paroles, et cette simple distinction linguistique avait entraîné une plus grande sensibilité du regard. Parce que oui, notre langage influe directement sur notre corps, tout comme la nourriture que nous avalons. Et c'est la même chose dans une peuplade qui vit sur une île où
Ils doivent sans arrêt, dans leur langage, s'orienter par rapport au nord, sud-est, ouest. Alors, ils ont un autre vocabulaire, évidemment, mais ils doivent s'orienter. Et ils vont parler différemment suivant de la direction des choses. Nous parlons par exemple de la gauche et de la droite. Eux, s'orienter par rapport aux points cardinaux, même s'ils n'utilisaient pas les points cardinaux, mais ils s'orientaient par rapport aux directions autour d'eux. Eh bien, ils avaient une conscience géographique bien plus développée que n'importe lequel d'entre nous dans nos sociétés occidentales qui, au quotidien, n'utilisons pas systématiquement les notions de nord, sud, est, ouest. Eux, où qu'ils soient sur leur île, avaient cette capacité à se repérer. Donc j'aime beaucoup, comme je vous le disais, cette idée que l'éducation, c'est ce qui nous nourrit, et ce qui nous nourrit finit par nous constituer. Mais éducation, comme je vous le disais, ça vient aussi de ex ducere, qui signifie littéralement tirer au dehors, c'est-à-dire entraîner au-delà de ses limites, faire grandir. Et c'est aussi la notion qu'on retrouve dans le mot élever. Et justement, élever a conservé ces deux sens, le sens littéral et le sens imagé. On élève un enfant comme on le porterait dans ses bras au-dessus de sa tête. Et d'ailleurs, moi je trouve fascinant de voir qu'en français, on élève des enfants, mais on élève aussi des animaux, et on élève du vin. Oui, le vin, ça ne se fabrique pas, ça s'élève. Et je trouve que c'est bien typique de chez nous d'avoir cette noblesse que l'on accorde au vin, mais je trouve ce terme d'élever très très beau. Un autre mot lié à l'éducation que j'aime beaucoup, en tout cas pour sa signification d'origine, c'est pédagogue. C'est un mot qui vient de l'Antiquité grecque, durant lequel les enfants de citoyens se rendaient chaque jour chez un maître pour y apprendre la lecture, l'écriture, la musique et le sport. Le pédagogue n'était pas le maître, attention, c'était simplement la personne qui conduisait les enfants chez le maître, comme les pédibus d'aujourd'hui pour aller à l'école, lorsque plusieurs familles de même école se regroupent pour partir à pied à l'école dirigée par un ou plusieurs adultes. Le pédagogue, c'est donc celui qui, littéralement, conduit les enfants vers le savoir. Et c'est exactement ce que l'on s'efforce de faire dans la pédagogie Montessori. On amène les enfants dans une ambiance préparée, on les conduit vers ce qui pourra les faire grandir. Le pédagogue n'instruit pas lui-même, il l'oriente, il l'entraîne. Et c'est pour ça que la plupart des éducateurs Montessori, alors une grande partie ne se nomme pas enseignant, professeur, maître, mais éducateur, et qu'une autre partie, suivant un peu les obédiences, disons, se font appeler guides. Et ces deux termes révèlent que l'enseignant n'est pas là pour imposer, mais pour entraîner l'enfant. Mais venons-en à instruction. Alors, ce mot-là, instruction, me plaît en revanche beaucoup moins. En fait, dans instruction, il s'agit de faire rentrer, d'assembler, de donner des outils, de construire comme on construirait une maison en Lego. Comme si l'enfant n'était qu'une base de travail, une structure creuse que l'on remplirait de tout ce que nous savons, que nous estimons important, quitte à forcer un peu. De la même façon, le juge d'instruction, il instruit un dossier judiciaire, il le constitue, il l'élabore à partir des informations qu'il reçoit ou qu'il découvre pour donner des outils au tribunal. Il le remplit. Et cette conception très mécaniste de l'éducation, qui vient de l'extérieur et qu'il faut faire rentrer de force dans une tête vide, c'est quelque chose qui me déplaît profondément. Maria Montessori le disait, mais alors, elle n'était pas la première, on peut remonter jusqu'à Plutarque, que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Il y a encore d'autres éducateurs qui parlent d'un feu que l'on allume. Dans les deux cas, il y a un mouvement qui vient de l'intérieur et qui se diffuse vers l'extérieur, que ce soit l'eau qui jaillisse ou les flammes qui crépitent et qui diffusent leur chaleur. Tel que je le conçois personnellement, le rôle de l'éducateur, du pédagogue et donc du parent, qui est le premier éducateur de ses enfants, consiste à amener l'enfant dans un environnement adapté qui sera propice au développement à la fois de ses capacités et de sa créativité. Et dans ces conditions, dans cet environnement préparé, l'enfant pourra laisser exploser tout son potentiel et il en fera ensuite profiter les autres. Si on s'intéresse à l'intitulé du ministère qui s'occupe de l'école, il y a eu une transition entre les noms
du ministère de l'Instruction publique et le ministère de l'Éducation nationale. Et cette transition a justement pour origine ce changement de point de vue sur l'enfant. Et encore récemment, dans un bulletin du journal officiel, on trouvait ces termes. Il faut distinguer l'instruction publique de l'éducation nationale. L'instruction publique éclaire et exerce l'esprit. L'éducation nationale doit former le cœur. La première doit donner des lumières et la seconde en fera la consistance et la force. Alors personnellement, je trouve qu'on peut se poser la question de savoir si c'est bien le rôle d'une école nationale que de former le cœur des enfants. Je trouve que c'est gênant. Est-ce que ce ne serait pas plutôt de la responsabilité des parents ? Est-ce quelque chose que l'on peut réellement déléguer à l'école, comme on délègue à l'école l'apprentissage de la lecture ou du calcul ? Je trouve que c'est très gênant et que c'est généralement ce que l'on retrouve dans les dictatures, malheureusement. Mais voyons quand même le bon côté des choses, en tout cas dans les mots, sinon en pratique, on essaie de ne plus gaver les élèves de notions, mais de développer leurs facultés. Bon, encore une fois, dans la pratique, c'est une autre histoire, et avec des consignes ministérielles qui sont souvent bien floues, les résultats dépendent généralement de l'établissement et de l'enseignant. En tout cas, quoi qu'il en soit, en tant que parents, notre responsabilité à nous est immense. Absolument immense. La chance que nous avons, c'est que nous en savons bien plus aujourd'hui sur le fonctionnement et le développement du cerveau, même si celui-ci conserve encore beaucoup de mystères. Il y a de nombreux philosophes, des pédagogues, des éducateurs qui nous ont précédés, et leurs succès ou leurs échecs peuvent maintenant nous guider. Comme vous le savez, forcément, si vous écoutez ce podcast, nous avons fait le choix dans notre famille, et c'est ce que je transmets aussi auprès des parents que cela intéresse, nous avons fait le choix de la pédagogie Montessori, et encore une fois, combien j'aime ce terme de pédagogie. Et nous avons fait ce choix pour la cohérence de cette pédagogie, sa structure, et son adéquation avec le rythme et les besoins de l'enfant. Bien entendu, il y a d'autres choix qui sont possibles, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon de revenir à l'essentiel de ce qu'est l'éducation et de garder sans arrêt cette idée en tête pour nos enfants. C'est une nourriture qui doit être riche, variée et stimulante. Et avec tout ça, je pense qu'on peut déjà faire beaucoup, quels que soient les choix que nous faisons entre la scolarisation avec co-schooling, l'instruction en famille, etc. Je vous encourage, si ce thème vous intéresse, à aller consulter l'article qui lui est associé, et en particulier les commentaires sur cet article, parce que la discussion se poursuit, et je vous encourage vous aussi à la poursuivre. On y parle d'adultisme, on y parle de domination, on y parle de l'intérêt de guider ou pas un enfant. On parle d'inter-influence entre les adultes, on parle d'enseigner en montrant l'exemple, on parle d'exemplarité, on parle de liberté, on parle de droit d'apprendre. Bref, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur ces concepts un peu plus intellectuels, je vous invite à poursuivre la conversation dans les commentaires de cet article. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.